Qui mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation ? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par Cegedim Assurance. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de notre podcast Écoutons l'assurance. Pierre-Alain, tu as commencé ta carrière comme inspecteur des finances, puis tu es passé par des cabinets ministériels. Tu rejoins par la suite Mutré, puis Santiane. Alors ma première question, c'est quel a été le déclencheur qui t'a poussé à rejoindre le secteur de l'assurance ? Alors, j'ai effectivement commencé ma carrière en servant l'État. Et d'une certaine façon, je suis allé progressivement et assez naturellement vers l'assurance, puisque en cabinet ministériel, j'avais la charge de gérer le premier assureur de France, qui est, pas tout seul, je rassure les auditeurs, mais de gérer la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le principal assureur de personnes qui suscite pas mal de critiques sur sa gestion, mais c'était pour moi une façon d'entrer dans les sujets assurantiels, avec les sujets de vieillissement de la population, les sujets d'accidents du travail, et de nouer pas mal de liens avec des chefs d'entreprise d'assurance qui avaient tous beaucoup d'idées sur comment mieux gérer la sécurité sociale. Et c'est un secteur que j'ai trouvé passionnant, qui mêle des tas d'enjeux tous très importants, des enjeux juridiques, des enjeux sociaux, des enjeux de protection financière. Et alors on l'oublie parfois, mais la France, c'est le 5e marché d'assurance du monde. C'est quelque chose qui est très important dans notre économie. Donc pour toutes ces raisons, j'ai trouvé assez naturel de poursuivre ma carrière dans les entreprises qui font de l'assurance. J'ai jamais fait d'assurance proprement dit, mais d'abord de la réassurance, puis de la distribution. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à relever le défi de l'aventure Santiane ? Alors, Santiane, c'est un courtier dont on parlera tout à l'heure, mais je trouvais, moi, que l'innovation de rupture dans l'assurance, elle se fait plus à la marge du produit d'assurance que dans le produit lui-même. C'est-à-dire les grandes innovations d'assurance, c'est beaucoup autour de la distribution. Quand on regarde sur longue période, on dit depuis 70 ans, les grandes révolutions d'assurance en France, c'est par exemple les mutuelles sans intermédiaire qui ont réinventé un modèle de distribution. C'est la banque assurance qui a aussi inventé un modèle de distribution. Au-delà de la distribution, il y a de l'innovation dans le software, il y a de l'innovation dans, par exemple, les algorithmes de lutte contre la fraude. Il y a des tas d'innovations qui sont, je dirais, autour du produit. Et Santiane, moi j'ai rencontré un peu par hasard ce courtier qui a été fondé par un entrepreneur, Christophe Courtin, avec qui je me suis associé en 2013, qui, lui, cassait les codes de la distribution de l'assurance santé en optant pour un modèle qui est full web, là où le gros de l'assurance santé, toujours aujourd'hui, est distribué au guichet des agences bancaires, des agences d'assurance. Eh bien, Santiane, c'était dès l'origine conçu comme un pure player, né dans le web, avec du conseil expert à distance, de l'innovation produit et surtout une chaîne de souscription qui irait sans couture, la plus fluide possible pour les prospects qui souhaitent analyser les différentes offres depuis leur canapé. D'accord, donc une entreprise totalement innovante sur la distribution. Et quels ont été les atouts que tu as utilisés pour mener à bien ce projet Santiane ? Alors, ce projet, il a connu plein de phases différentes parce que quand je suis arrivé en 2013, donc moi j'ai repris le management de l'entreprise et c'est le moment où je suis devenu entrepreneur parce que je comprends que c'est une émission qui est dédiée aux entrepreneurs et moi c'est mon après avoir servi l'État, on est loin de l'entrepreneuriat quand on est haut fonctionnaire et je me suis plongé dans le bain de l'aventure entrepreneuriale avec Santiane et quand je suis arrivé en souscrivant au départ au capital de l'entreprise, mais j'étais pas assez riche pour tout racheter et donc je me suis fait aider par des fonds d'investissement qui m'accompagnent maintenant depuis un peu plus de 11 ans. Et bien quand je suis arrivé, l'entreprise elle avait pas un business model qui était prouvé. En d'autres termes, on perdait pas mal d'argent. Pour bien réussir notre projet, je parlerai peut-être pas de tous les projets de distribution d'assurance, mais en tout cas le nôtre, il a fallu, je pourrais comparer ça à un sport où il y a beaucoup de compartiments différents du jeu. Pour mener à bien ce projet, il a fallu être bon sur le product design, concevoir des bons produits d'assurance santé, prévoyance et puis plus récemment emprunteur. Il faut être bon sur la data.
Parce que dans le B2C, et en particulier le domaine où nous on a été pionniers, c'est-à-dire la vente à distance avec beaucoup de marketing digital, il y a des chiffres partout. Et le sujet, c'est de faire la lumière sur tous ces chiffres. J'ai différents canaux, sous-canaux d'acquisition, marketing. J'ai des conseillers commerciaux qui exercent leurs conseils à distance. Où est-ce que je gagne de l'argent? Où est-ce que je perds de l'argent? Rien que cette question-là, elle est très simple à dire, mais elle est en fait très compliquée à résoudre. Et donc, il faut être bon sur la data. Il faut être bon sur le modèle financier, parce qu'on est sur des modèles financiers aussi qui sont pas non plus triviaux, où la valeur, elle se crée avec les années. Donc, est-ce que l'année 1, j'ai intérêt à payer mon clic Google 4, 5, 6 ou 7 euros? Il faut être bon sur l'animation commerciale. Hein. On est de richesse que d'hommes, et ce sont nos animateurs commerciaux, que ce soit les commerciaux d'origine qui vendent directement au consommateur final, sous la marque Santiane, ou les animateurs de notre réseau grossiste, sous la marque Néoliane, qui eux animent plus des courtiers, mais ça c'est un vrai talent qui fait partie des actifs de notre société. Et enfin, le software est très très important chez nous, parce qu'on a beaucoup d'outils qui ont été développés en interne. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de compartiments du jeu, et évidemment, moi je peux pas être ni le meilleur, ni même bon partout sur chacun de ces compartiments. Et donc, l'atout principal, pour revenir à ta question, Benjamin, c'est surtout l'équipe qui, à la fois, réunit les meilleurs sur chacun de ces compartiments, et puis qui sait aussi fonctionner ensemble avec une de nos valeurs, qui est la valeur collectif, qui n'est pas un vain mot, sans laquelle rien ne marche. Le principal atout, c'est rassembler un collectif de qualité et mélanger à de la data, de l'innovation et bien sûr bien respecter ses finances. On va s'intéresser à l'entreprise et au marché maintenant. Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur la composition de Santiane? Comment est structurée l'entreprise? Bien sûr. Alors, au début, c'était un pur distributeur web, on va dire. Donc ça, c'est assez simple. Distributeur santé web, d'où notre nom. Mais maintenant, c'est devenu un groupe beaucoup plus important. Donc, il a été fondé en 2007. On est aujourd'hui, juste pour fixer quelques ordres de grandeur, on est 650 000 clients dans notre client d'assurance, dans notre groupe. On fait un chiffre d'affaires, et ça, c'est pas du chiffre d'affaires de primes d'assurance, ce sont les commissions d'intermédiation supérieures à 100 millions d'euros. On devrait terminer l'année entre 110 et 115 millions d'euros. On est 250 collaborateurs en France, donc des salariés, mais on est 670 en tout si on ajoute à nos collaborateurs français tous ceux qui travaillent directement pour nous chez des outsourceurs ou chez des co-courtiers avec lesquels on travaille depuis les pays étrangers, essentiellement le Maroc. Alors, on a aujourd'hui 3 lignes de produits qui visent tous le consommateur particulier. On fait pas d'entreprise. On a la ligne santé, d'où notre nom, dont j'ai déjà parlé, une ligne de métier prévoyance, où on a de l'assurance décès, de l'assurance accident, de l'assurance frais d'obsèques, et on a une ligne qui est venue se greffer plus récemment à notre histoire, qui est l'assurance emprunteur. Donc ça, c'est nos 3 lignes de produits, et on a 4 métiers autour de ces produits. Le premier, c'est le métier historique, c'est la distribution à distance directement au consommateur final. Le deuxième, qui est maintenant le plus gros, mais c'était le deuxième dans l'ordre, c'est un métier grossiste. Donc le grossiste, il fait quoi? Il crée des produits d'assurance en lien avec des assureurs partenaires. Il crée un réseau de distribution. Donc il va originer, créer des relations avec des détaillants, des courtiers détaillants un peu partout en France. On peut faire ça par téléphone, c'était notre cas. On peut faire ça en prenant une voiture et en allant faire des visites courtiers, mais on crée un réseau. On l'anime, on lui propose ses produits. On crée ce qu'on sait moins dans le métier du grossiste, on crée des outils informatiques à la disposition des courtiers pour à la fois comparer les différents produits, gérer leurs prospects, exercer leurs devoirs de conseil, souscrire de façon électronique, suivre leur portefeuille, faire du cross-sell et de l'upsell. Et donc la dimension IT parce qu'on dit le B2C c'est digital, le B2B c'est des relations en gros autour d'un verre de vin rouge. Oui, il y a un peu de verre de vin rouge, mais il y a aussi beaucoup de digital dans le métier du grossiste. Donc ça c'est le deuxième métier. Le troisième métier c'est la gestion. Le grossiste, une fois qu'il a permis à son détaillant de vendre son produit, il opère lui-même le produit par délégation de l'assureur. C'est-à-dire qu'en clair, on encaisse les cotisations et on paye les prestations et on fait le service client, tous les services autour du produit d'assurance.
Et enfin, le quatrième métier, on est éditeur de logiciels, puisque d'abord on était historiquement éditeur pour compte propre, nos logiciels c'est nous qui les développons, mais depuis l'année dernière on a fait 3 acquisitions d'entreprises et l'une des 3, c'est un éditeur de logiciels qui s'appelle Appliqué et qui est spécialisé en assurance emprunteur, qui a donc un client interne, c'est nous, mais aussi plusieurs clients externes. Tu nous l'as dit, donc Sentian est un pure player du digital qui a bien évolué avec différents modes de distribution. Mais finalement, quelle est la principale différenciation de Sentian par rapport aux autres courtiers ? La première, c'est, au risque d'être lourd sur ce point, on est né dans le digital. Donc il y a beaucoup de courtiers qui viennent de la distribution physique et qui se proclament digitaux. Nous, on a fait le chemin inverse. On est né dans le digital. Une deuxième marque de différenciation, je dirais, c'est qu'on a des outils essentiellement propriétaires. Et puis c'est un peu une conséquence du premier point, c'est-à-dire qu'on a toujours eu une direction des systèmes d'information, une direction IT, où on appelle la R&D en interne, qui a été toujours très forte dans nos effectifs et nos investissements. Et donc on maîtrise nos propres outils. Un troisième axe de différenciation, c'est on maîtrise toute la chaîne de valeur. La création de produits, leur distribution sur le canal B2B, B2C et aussi la gestion. Et ça permet d'avoir une très bonne intégration, en fait, de ce qu'on propose à nos clients, que ce soit le client final ou le client courtier. On va rentrer un peu plus dans le produit, plus particulièrement sur la santé individuelle. Est-ce que pour vous, vous avez quelque chose pour vous démarquer sur ce marché ? Oui, d'abord, on pense être, de source assez certaine, le premier distributeur, le premier courtier en assurance santé individuelle en France. Donc, on a beaucoup de conversations, tous les jours, plus de 2000 nouvelles conversations par jour sur nos plateformes B2C avec des Français qui recherchent une assurance santé, soit parce qu'ils partent à la retraite et donc ils étaient couverts en collective et maintenant ils se retrouvent sur le marché de l'assurance individuelle, soit parce que leur assureur précédent les satisfait pas, soit parce que les augmentations, et il y a beaucoup d'augmentations de primes en ce moment, les incitent à aller comparer. Quand on compare en assurance santé, on tourne souvent sur Sentian. Donc notre positionnement sur ce marché-là, c'est que on a une très bonne vision par nos conseillers commerciaux tous les jours qui parlent à tous ces consommateurs. Par ailleurs, on a 1 millier de courtiers qui, eux aussi, nous font remonter du terrain les besoins, l'évolution des besoins. Et je disais tout à l'heure que le produit d'assurance se renouvelait pas énormément, mais en réalité, en assurance santé, il y a toujours des modifications qui viennent surtout de la réglementation. En fait, c'est la réglementation qui bouge beaucoup. Il faut dire que l'assurance santé, c'est une assurance complémentaire à la Sécu. Et donc, son champ d'action, c'est ce que la Sécu ne couvre pas. Et quand la Sécu bouge, dérembourse, ou quand l'État met des incitations fiscales pour les contrats d'assurance, pour qu'ils soient dits ce qu'on appelle les contrats responsables, qui doivent couvrir tel ou tel risque, ou au contraire ne pas dépasser en plafond de remboursement tel ou tel montant, comme par exemple pour une monture de lunettes, eh bien, ça fait bouger le produit. Et donc, nous, dans ce contexte, comment on se démarque? Eh bien, on a, je pense, par rapport à aux concurrents et néanmoins camarades, on a un time to market très rapide. On met quelques semaines seulement. Alors, il faut pas non plus aller trop vite, parce qu'il faut, quand on lance un produit, il faut être très attentif au sujet d'intégration, de recettes, etc. Mais quand on a une idée, quand on se forge dans mon équipe de direction, on se forge l'idée qu'il faut lancer un nouveau produit parce que le marché a bougé ou parce que la réglementation a bougé, on peut faire ça en quelques semaines. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pourrais citer l'exemple qui a très bien marché depuis 1 an et demi, qui est une gamme de contrats non responsables. Alors, le mot non responsable fait un peu peur parce qu'on a l'impression d'être un vilain petit canard. Mais notre analyse, et c'est celle de plusieurs observateurs du marché, c'est que le cahier des charges du contrat responsable a trop d'obligations aujourd'hui, trop d'obligations de couverture, en particulier depuis que les pouvoirs publics ont mis dans le contrat responsable l'obligation de couvrir ce qu'on appelle le 100% santé ou le reste à charge zéro, ce qui oblige les assureurs complémentaires à couvrir l'intégralité du coût sur des soins optiques, dentaires et d'audioprothèses, de sorte que le client ait aucun reste à charge. Ça, on nous avait promis que ça coûterait rien, la main sur le cœur. Nous n'en avons rien cru et on a eu raison. Ça a coûté extrêmement cher aux assureurs santé, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs à avoir lancé des contrats qui ne couvrent pas le 100% santé. Et certes, c'est moins couvrant, mais c'est moins couvrant sur des types de dépenses que nos clients assument
Et alors c'est important qu'ils l'assument très explicitement. On est très attentif sur la façon dont c'est expliqué au moment de la vente, etc. Mais nos clients assument totalement de ne pas avoir ce risque-là couvert. Et ça fait une différence de tarif pour eux qui est tellement importante que ce produit, moins couvrant mais moins cher, a suscité un engouement certain. Santiane, numéro 1 de la santé individuelle, notamment grâce à une bonne expertise en time to market. Mais finalement, l'ambition de Santiane à 5 ans, qu'est-ce que c'est ? Alors, elle est assez simple à dire en quelques mots. Il faut dire qu'elle est simple parce qu'on y a beaucoup travaillé récemment avec l'ensemble de ceux qui m'aident à diriger l'entreprise. En matière de santé, on a un leadership. On veut le conserver et creuser l'écart. En matière de prévoyance individuelle, on veut continuer à se développer, mais c'est surtout sur notre troisième ligne de business qui a été acquise plus récemment avec un courtier grossiste qui s'appelle UGIP, qui a été fondé il y a 50 ans maintenant, qui est une franchise très reconnue par les spécialistes de l'assurance emprunteur. C'est sur ce risque-là qu'on veut, nous, vraiment accélérer. Là, on n'est pas du tout leader. On doit être peut-être les 5e, 6e, 7e du marché. Et on veut investir sur cette ligne de façon à accroître. On est, depuis l'année dernière, un acteur de consolidation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'ici, on a été tellement occupés par nos affaires internes qu'on regardait pas trop les entreprises autour de nous. Mais depuis l'année dernière, on a fait 3 acquisitions d'entreprises d'un coup. Il y a UGIP, dont je viens de parler. Il y a un courtier direct qui s'appelle Julia, qui est une forme de petit Santiane, voiture de course, qui fait aussi de la distribution santé à distance, mais plus sur la cible des actifs que sur la cible des retraités. Et il y a l'éditeur de logiciels dont je parlais tout à l'heure. Donc notre stratégie, c'est aussi de croître via des croissances externes et des acquisitions d'entreprises. Une stratégie donc conforter votre position de leader sur le marché de l'assurance santé et prévoyance et se développer sur le marché de l'emprunteur et notamment grâce à des acquisitions externes. Donc on va s'intéresser maintenant à la technologie au service de l'assurance avec une première question. Le contact par téléphone reste-t-il un élément différenciant chez Santiane ? Alors ça, c'est sur le canal B2C, donc l'un de nos métiers et notre métier historique. Oui, il y a du téléphone. Oui, le téléphone est très important dans la vente à distance. Et je dis souvent, la distribution web dans l'assurance, c'est en fait de la distribution web plus téléphone. Pourquoi ? Parce que le produit d'assurance, et en particulier celui sur lequel nous sommes très actifs, qui est l'assurance santé, d'abord, il est très important pour les clients. C'est les remboursements que je vais avoir si j'ai un pépin de santé, si j'ai une opération qui est non prévue, si je suis aux urgences, si j'ai une affection de longue durée. Donc c'est quelque chose qui est important pour les clients. Par ailleurs, il est cher. On a une prime moyenne qui est autour de 1 200 € par contrat. Donc quand on achète un produit qui fait 1 200 €, eh ben on tient à ce que on comprenne bien ce qu'on achète, hein. Et le face-à-face entre le prospect et l'écran, que ce soit un écran d'ordinateur ou le smartphone, il ne suffit pas à déclencher l'acte d'achat. C'est quelque chose qu'on a observé, c'est quelque chose que beaucoup d'observateurs ont vu. On peut être présent sur le web, avoir une marque forte, faire des dépenses SEO, SEM, on peut avoir des beaux comparateurs en ligne, on peut présenter ses produits en ligne, on peut les comparer les uns aux autres, mais pour susciter la confiance qui fait que cette marque, je la connais un peu, mais pas tant que ça, c'est un produit très important pour moi, j'ai un enfant diabétique et donc j'ai vraiment besoin de savoir mes remboursements, et puis ça coûte 1 200 €, et puis c'est très compliqué le langage de l'assurance, on parle de conditions générales, on parle d'exclusion, on parle de garantie croissante, on parle etc. J'ai besoin de bien comprendre. Et pour bien comprendre, eh bien, on a beau tourner le problème dans tous les sens, il faut du conseil humain. Et du conseil humain expert. Et notre force, c'est qu'on le fait à distance. Alors, il y a des tas de très bons conseillers dans les agences mutualistes. Dans les agences bancaires, je dirais un peu moins. Pardon pour ce coup de griffe. Mais il y a des très bons conseillers en face à face. La force de notre modèle, c'est que nos conseillers font que ça toute la journée. Donc, ils connaissent par cœur le marché de l'assurance santé. Ils connaissent par cœur les garanties des concurrents. Ils connaissent, quand les prospects s'interrogent sur le fait, mais j'ai une hospitalisation prévue, je ne sais pas si je vais avoir un dépassement d'honoraires sur cette hospitalisation, on est capable de les conseiller et de répondre à leurs questions pour eux.
Et donc, il n'y a rien de tel que le téléphone pour créer la confiance, répondre aux questions et faire de la pédagogie. Et je dirais que comme on transforme dans moins de 1 cas sur 10, l'essentiel de la pédagogie qu'on fait par téléphone ne nous sert pas à nous, mais sert à nos concurrents et sert au marché. Donc, on fait une pédagogie qui est en majorité d'utilité publique. Mais en tout cas, je voulais prendre cette occasion pour expliquer ce qu'on fait par téléphone. Et alors, le téléphone, c'est pas à la place du web, c'est vraiment des allers-retours permanents. On a étudié ça, on commence le parcours sur le web, on réfléchit, on parle à son conjoint, il y a un premier coup de fil, et puis un délai de réflexion, puis un deuxième coup de fil pour dérouler les garanties, et puis à la fin, on retourne sur le web pour souscrire électroniquement. Donc, c'est un parcours constitué d'allers-retours entre le téléphone et le web. Donc toujours du conseil humain, mais est-ce que vous avez intégré l'intelligence artificielle dans vos opérations ? Alors oui, on a intégré l'intelligence artificielle générative, ce qui est la grande nouveauté de ces derniers mois. Sans vouloir tout détailler, la façon dont nos 2000, je parlais des 2000 nouvelles conversations par jour, arrivent sur notre plateforme de conseillers, quel prospect on va rappeler en premier ou quel coup de fil on va décrocher en premier, etc. Là, il y a des modèles de scoring des prospects qui nous permettent de décrocher en priorité ou de rappeler en priorité les prospects qui ont le plus besoin d'être rappelés rapidement. Donc là, il y a des modèles statistiques qui gouvernent ça chez nous depuis longtemps. Mais plus récemment, avec la Gen AI, on l'a intégré dans beaucoup d'aspects de l'entreprise et nos différents projets IA sont très loin d'être terminés. On l'a mis beaucoup chez les développeurs qui utilisent ça comme aide à l'élaboration du code ou comme documentation du code. On l'utilise au service client parce qu'il y a des interactions orales à notre service client, mais il y a aussi beaucoup d'interactions écrites. Et tout le monde n'a pas 20 sur 20 à la dictée de Bernard Pivot, pour faire une référence un peu ancienne. Et donc, le correcteur de grammaire, de syntaxe et d'orthographe est utilisé tout le temps. On l'utilise, c'est très important aussi pour le speech to text, l'IA. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de conversations sur nos plateformes à distance. Et ces conversations, on les transcrit aujourd'hui avec une facilité déconcertante en texte. Et le texte, lui-même, avec l'intelligence artificielle générative, on peut lui donner du sens avec 2 objectifs pour nous. Le premier, c'est la qualité. On est extrêmement soucieux de monitorer en permanence la qualité de nos ventes. Donc, est-ce que les 50 points de contrôle, on a à peu près une 50aine de points de contrôle sur chaque vente. Est-ce que les grandes catégories de besoins ont toutes été bien prises en compte? Est-ce que Santiane a été présenté comme il se doit? Est-ce qu'on a parlé de la date de prise d'effet, du prélèvement, de frais de dossier, enfin tout un tas de choses. Et donc ça, l'intelligence artificielle peut le faire beaucoup plus efficacement et plus rapidement qu'un humain. Et puis un deuxième objectif qu'on peut poursuivre avec ce speech to text, c'est la performance commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers qui ont de bien meilleures performances que d'autres. Et donc l'IA nous aide à comprendre comment faire levier de leurs performances pour faire progresser tous les autres. Mais alors, on n'a pas que ça. On a aussi des pilotes qui sont en cours sur lesquels je peux pas encore, par définition, puisque c'est en cours, vraiment tirer le bilan. Mais on s'intéresse beaucoup aux interactions, ou en tout cas une partie des interactions avec la clientèle qui peut être faite via des agents IA, que ce soit avec des chatbots qui ont beaucoup progressé récemment, ou que ce soit avec des voice bots, où là aussi les derniers progrès sont vraiment bluffants. Et donc tout est dans l'interconnexion entre ces agents et notre CRM pour que les réponses données puissent être adaptées à chaque question que pose le client. L'IA au service de la distribution, donc c'est bien votre cœur de métier, l'innovation. Principalement, tu disais l'innovation sur la distribution, mais aussi sur les produits. Qu'est-ce que vous avez comme innovation produit chez Santiane ? En santé, l'essentiel pour nous, ça a été de voir les failles sur ce marché où les prix galopent, où les Français n'ont pas les moyens de suivre. C'est clair. On voit des augmentations de 6, 7, 8% année après année. Et donc, le portefeuille des Français, nous, on a beaucoup de clients retraités, par exemple, n'ont pas les moyens de suivre. Et donc, on est toujours à se demander comment est-ce qu'on peut couvrir convenablement sans être trop cher. Donc, j'ai parlé du non responsable tout à l'heure, et puis il y a eu d'autres innovations produits qui sont allées dans ce sens-là. Sur la prévoyance aussi, on a lancé des nouvelles idées. Je pense à un produit qu'on a appelé Prévoyance 4 en 1. Alors attention, c'est des sujets pas drôles. Ça couvre contre le décès, contre la perte d'autonomie, contre les accidents de la vie et contre ce qu'on appelle les maladies redoutées, c'est-à-dire une série de maladies comme le cancer ou autres. Alors en général, il y a des produits d'assurance qui sont pour chacun de ces risques-là, mais
Moi, je connais personne autour de moi qui a souscrit toute la gamme. Et alors, ce qu'on s'est dit, c'est autant faire simple. On va en faire un seul qui fait les 4 jusqu'à ce que le premier des 4 se réalise. Donc ça a été une forme d'innovation qui simplifie la vie des assurés. Et je peux citer une autre innovation produit qui nous a un peu occupé cette année, l'année dernière, l'assurance obsèque. Alors ça aussi, c'est pas très drôle, mais on perd en général ses parents maintenant autour de 60 ans. C'est des moments où on n'a pas forcément prévu des frais et on se rend pas compte à quel point ça coûte, les frais d'obsèques. Et donc, on a participé, alors l'assurance obsèques, ça existe depuis un moment, mais on a, nous, fait le pari de lancer des produits en prestation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup l'écrasante majorité de l'assurance obsèques qui est distribuée aujourd'hui en France, c'est des produits ce qu'on appelle en capital. On vous donne un capital de 2 000, 3 000 euros, 4 000, parfois plus rarement, en capital. Mais le vrai besoin des familles et de ceux qui perdent un proche, c'est certes de payer, mais c'est aussi d'organiser. Qu'est-ce que j'ai prévu pour faire face à mes propres obsèques? Il se trouve que ça m'est arrivé récemment. Pour ce qui est de mon cas personnel, on a perdu notre mère avec ma sœur et il y avait absolument rien de prévu. Alors, et c'est bien et c'est un cadeau qu'on fait aux enfants, de prendre le temps de préparer quel type est-ce que je veux une cérémonie ou pas, quel type d'obsèques, inhumation, crémation, etc. Et donc on a lancé ce produit-là dans le monde du courtage grossiste et ce produit-là n'existait pas. On va revenir au système d'information, on en a parlé tout à l'heure. Je voulais savoir, chez Sentiane, vous définissez, comme tu l'as dit, comme éditeur de logiciels. Qu'est-ce que vous privilégiez? Plutôt l'externalisation? Historiquement, on était tout interne. Aussi par stratégie, mais aussi par absence de moyens, je dirais. Avec le développement de la société, donc je disais mon chiffre d'affaires tout à l'heure, on est à plus de 110 millions d'euros cette année. Quand je suis arrivé il y a 11 ans, on était à 20 millions. Et donc on a fait un sacré bout de chemin. Et dans ce chemin-là, ça nous a donné progressivement aussi des moyens pour pouvoir accéder à des outils auxquels on n'avait pas accès au début de l'aventure, en tout cas au début de mon aventure. Notre stratégie, elle est assez simple, c'est que on internalise lorsque ça renforce notre agilité et que on se sent confiant et fort en matière de différenciation sur des softwares, et on externalise lorsque ça permet d'accéder à une expertise pointue qu'on n'a pas, ou d'adopter des innovations qui viennent de l'extérieur. Alors, quelques exemples où on externalise. En matière de cybersécurité, par exemple, on se fait accompagner pour des tests d'intrusion, on se fait accompagner pour tester nos protections régulièrement. Un exemple récent aussi d'externalisation, c'est l'IA générative. On en parlait tout à l'heure, mais pour maximiser nos chances de succès, on va pas réinventer évidemment la roue. Ce serait absolument ridicule quand on voit les milliards qui sont investis sur les différents modèles. On va pas recréer notre propre modèle d'IA, mais il y en a beaucoup qui sont en open source et on aurait pu essayer nous-mêmes d'intégrer. Non, on préfère se reposer sur des intégrateurs qui sont aujourd'hui des spécialistes pour nous permettre d'aller plus vite. En revanche, sur le cœur de notre activité, ce qui vraiment fait notre ADN, la distribution, notre outil d'aide à la vente en B2C, notre outil d'aide à la vente et notre CRM en B2B, ce que les courtiers appellent l'extranet Neoliane, l'extranet UGIP. Ça, c'est tellement cœur dans notre stratégie de marque et dans la valeur qu'on pense apporter à nos clients que ça, on n'est pas prêt d'externaliser. Alors enfin, une dernière question pour terminer ce podcast. Selon toi, comment le marché de l'assurance va évoluer dans les 5-10 prochaines années et quel sera le rôle des courtiers dans cet écosystème? Pour faire un peu de prospective, allez, plaçons-nous à 10 ans, soyons fous. Le besoin d'assurance, il sera toujours là, il sera croissant. Les risques, ils sont partout. On voit d'ailleurs, ils augmentent. Ils augmentent au point où des collectivités locales en France, elles n'arrivent plus à s'assurer. Des pans entiers de la région de Californie trouvent plus d'assureurs IARD. Je parle même pas de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie où il y a plein d'assureurs qui se retirent. On a une demande de couverture qui va aller croissante. Par ailleurs, on va avoir une complexification de la réglementation et de la compliance. Être courtier aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a le droit des assurances, on a le droit des données personnelles. On a le droit de la consommation, on a des directives européennes, on a le contrôle de nos sous-traitants, on a des normes de reporting extra-financier qui arrivent. Enfin, on a vraiment des avalanches, en fait, le mot est pas trop fort, de réglementation qui s'abattent année après année sur des entreprises qui sont en fait des PME. Hein. Et donc, tout ça, ça me fait croire que c'est un monde qui va être marqué par la concentration. Concentration des courtiers, parce que tout seul, en restant petit, on ne peut pas faire face à ces pressions, la complexité des risques,
la pression en matière de compliance et aussi la pression concurrentielle parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc on va aller vers la concentration. Un deuxième aspect qui va, je pense, beaucoup différencier l'assurance dans 10 ans de l'assurance d'aujourd'hui, et ça va toucher aussi les courtiers, on parlait de la révolution de l'IA générative. On est qu'au tout début, et déjà le tout début nous paraît complètement vertigineux. Est-ce que les conseillers vont être remplacés par des robots ? Est-ce que les gestionnaires seront en fait des IA ? C'est difficile de répondre aujourd'hui à ça, tellement le contact humain est important dans ces sujets d'assurance. Je reviens à mon couple de retraités qui va dépenser 1 200 € et voire plus, et qui veut être absolument certain que sa prothèse de hanche, il peut calculer son reste à charge à l'euro près. Les IA, elles sauront sans doute faire ça, mais la création de confiance avec le prospect, on ne sait pas encore. Et donc moi, je crois plus à un modèle où les courtiers seront assistés par la technologie, beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais ils seront plus augmentés par la technologie qui ne seront remplacés. Les courtiers augmentés, c'était le mot de la fin. Merci Pierre-Alain pour cet épisode. Merci Benjamin, merci à toi. Et à bientôt pour un prochain épisode d'Écoutons l'assurance.